Bon, ben voilà, la question là, j'y répondrai si vous êtes sage, déjà. Mais c'est vrai, en plus, je vais répondre à la question quel temps pour cette nuit. Mais en même temps, bon, l'objectif ici, quand Pierre m'a contacté, bah, c'était de vous fournir un petit vade-mecum, je l'espère. Et donc, je compte un petit peu parler de phénomènes dynamiques, thermodynamiques un petit peu, et de différents phénomènes qu'il m'a demandé d'aborder avec vous. Alors, ils portent de jolis noms, je dois dire, hein. Au lieu de simplement parler de pluie ou d'averse, on parle d'hydrométéores, par exemple, hein, c'est ça. Les lithométéores également, non, ce ne sont pas des chutes de pierre le long des parois de vallée, mais vous allez voir qu'il y a quelques phénomènes qui peuvent entacher les observations également. Et alors, quelques photométéores, ça je dois dire, c'est de la partie pour laquelle je suis moins à l'aise et ça arrivera vers la fin. Ce sera juste une petite parenthèse pour évoquer le sujet. Pour terminer en apothéose sur l'évocation de la prévision, évidemment, je ne vais pas faire de vous en 1 heure et demie des prévisionnistes, ça c'est pas possible. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est effectuer de manière directe une prévision à partir de l'outil que je vais vous présenter. Alors, c'était vraiment un défi parce que en préparant donc cette conférence, je me suis rendu compte à quel point il y a beaucoup de connaissances que l'on acquiert au fur et à mesure et qu'il y a beaucoup de prérequis. Alors, savoir à partir de quel point on peut démarrer, c'est pas non plus évident. Pour parler simplement de la pluie et du beau temps, vous allez voir que c'est quand même un peu complexe. Donc, j'ai regroupé une bonne partie de certaines présentations pour lesquels je donne de temps en temps quelques cours, parce qu'il faut savoir une chose, le Météo-Wing où je travaille est le seul organisme public dans lequel il y a une école de formation qui donne explicitement une formation en météorologie en Belgique. En Belgique. Donc à l'IRM, il n'y en a pas. Chez Skies, qui est l'organisme de contrôle de l'aviation civile au niveau météorologie, il n'y en a pas non plus. Et nous sommes encore les seuls à fournir une formation, à un tel point que nous avons un rôle d'instruction auprès d'étudiants universitaires qui terminent leur master en géographie de plusieurs universités. Il y a notamment celle de Louvain, de Liège, la version flamande de Louvain, donc Leuven, l'ULB, la VUB, et de temps en temps des étudiants de l'université de Gand aussi. Donc ils viennent chez nous et nous avons en délégation donc, la charge de ces cours de météorologie opérationnelle. C'est donc un caractère officiel. Et donc j'ai repris des morceaux, donc ça va ressembler de temps en temps à un petit patchwork. Désolé pour l'uniformité de la présentation, mais ça ajoutera quelques couleurs. Parfois aussi il y a un saut linguistique, un peu d'anglais viendra se glisser, mais je vous ferai la traduction simultanée, il n'y a pas de problème. Mais donc, mon objectif, c'est d'arriver à un outil, vous allez voir, il va, je pense, vous fasciner, et je pense que certains auront peut-être même la curiosité de tout de suite tester cela à l'avenir, tellement c'est visuel, c'est parlant, et c'est une aide, tout simplement. Voilà, j'espère que vous êtes bien mis en appétit. Donc, parlons un petit peu de dynamique. Euh, et ça va répondre à la question, mais que sont finalement les hautes, les basses pressions, quels sont les phénomènes associés? Eh bien, je vais commencer par un portrait issu de l'imagerie satellitaire de 3 organismes officiels. Vous avez le NOAA en Amérique avec sa panoplie de satellites GOES, qui fournit donc une image disque plein centrée sur le continent américain et sur le Pacifique. Vous avez EUMETSAT, donc, le satellite européen avec le dernier en date, 3e génération, qui est opérationnel sur son orbite géostationnaire, et alors le japonais Himawari. Et quand on regarde ces photographies en lumière visible, prises à des dates somme toute très récentes, on a une première idée que l'atmosphère, c'est quelque chose qui est somme toute assez homogène, quelle que soit la zone de longitude où on observe la Terre. On a un support céleste et des nuages qui se distribuent à peu près de manière constante dans certaines zones de latitude et de manière homogène. Il n'y a pas de concentration sur une certaine zone du globe et une déplétion dans une autre zone du globe. En outre, donc on appelle ça de la cohérence spatiale, si on regarde une séquence dans le temps, donc ici j'ai repris quelques images toujours en lumière visible
de météosat, à peu près au solstice d'hiver, équinoxe de printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne. Est-ce que vous voyez de grands changements? Globalement, l'apparence reste identique. Donc on a une certaine stabilité dans le temps de l'atmosphère quand on la regarde de manière générale. Et donc, comme on a une certaine stabilité, en gros l'atmosphère n'a pas tendance à exploser en quelque sorte, ni à s'effondrer, on a ce qu'on appelle un équilibre que l'on va qualifier ici d'équilibre hydrostatique. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va imaginer, donc on va concevoir qu'on gèle en quelque sorte, on va prendre un instantané de l'atmosphère à grande échelle, et on prend un élément qui est situé dans cette atmosphère, donc ici un petit cube, et pour formuler cet équilibre hydrostatique, on va dire qu'il est en équilibre entre deux forces principales. Il y en a une qui est orientée vers le bas, c'est la force de gravité, représentée ici par ce petit vecteur avec l'accélération de pesanteur. Et il y en a une autre qui est issue de ce qu'on appelle un gradient de pression. Donc la pression varie en diminuant graduellement avec l'élévation dans l'atmosphère. Et de cet équilibre que l'on note par cette équation-ci, c'est ça, la loi de l'équilibre, on peut déduire, en utilisant la loi des gaz parfaits, petit rappel, la loi des gaz parfaits, qui unit la pression d'un gaz à la température et sa masse volumique, en supposant également qu'il n'y a pas d'échange d'énergie, en tout cas pas d'échange de chaleur, on dit que l'atmosphère est adiabatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adiabaticité? Imaginez que j'ai une pompe à vélo en main et que je comprime l'air. Que va-t-il se passer? Il va y avoir un échauffement, mais cet échauffement ne vient pas d'un échange de chaleur, il vient simplement du changement de volume que j'imprime à la pompe à vélo. Et ça, c'est un transfert que l'on appelle adiabatique. On va supposer ça également au niveau de l'atmosphère. Eh bien, quand on joue avec ces différentes hypothèses et l'équation, on a trois équations, quatre variables, on en prend une indépendante, et donc il y en a trois dépendantes, ce qui veut dire qu'on peut exprimer que la masse volumique ou la température sont des fonctions de la pression, ou bien que la masse volumique et la température sont des fonctions de l'altitude. Ça va? Je vais visualiser ici l'évolution de la température en fonction de l'altitude déduite de l'hypothèse d'équilibre hydrostatique, qui décrit assez bien donc la stabilité de l'atmosphère au cours du temps et son homogénéité spatiale. Donc l'évolution en fonction de l'altitude, que voilà, bon, ce n'est pas une très très belle image, mais ce qu'elle montre, elle montre que dans ce diagramme où je représente au niveau de l'échelle verticale soit l'altitude exprimée ici en kilomètres, soit la pression exprimée en hectopascal, ici il y a un petit défaut, c'est qu'on ne voit pas que cette échelle n'est pas une échelle linéaire, mais une échelle dite logarithmique. Mais dans cette représentation-là, l'évolution de la température suit quasi une ligne droite, de manière régulière. Et quand on lâche un ballon sonde, j'aurais bien voulu vous montrer ça, mais maintenant les conditions de divulgation d'informations au niveau de la défense sont très strictes. Donc on ne peut plus prendre de photos, même de nos propres ballons sondes, donc je ne pourrais pas vous montrer ça. Donc quand on lâche un gros ballon gonflé à l'hélium, avec sa sonde, eh bien on obtient, pour les couches de l'atmosphère qui vont du sol, où la température moyenne est d'à peu près 13 degrés, jusqu'à un certain niveau, on obtient à peu près le même comportement. C'est déjà en soi un bon signe sur cette partie-là. Mais il y a un hic, si on observe les données de température du ballon sonde une fois qu'il dépasse ce niveau, il y a quelque chose qui ne va plus, parce que la température a tendance à remonter, alors qu'elle devrait continuer à décroître, d'après le modèle. Donc là, il y a un hic, et pour bien dire que cette zone correspond à quelque chose qui n'est plus en rapport avec les hypothèses, on lui donne un nom qui se termine par pause, c'est la tropopause. Donc c'est la limite entre l'atmosphère dans laquelle nous vivons et ce qu'il y a au-dessus. C'est la tropopause.
Ah. Donc, je vais devoir mettre en cause ici certaines des hypothèses. Est-ce qu'il y a des mouvements finalement qui s'opèrent pour expliquer que quelque chose ne suit plus les hypothèses de départ ou un échange d'énergie, peut-être un échange de chaleur? Voyons ça. Simplement parlant, on peut représenter le système Terre-Soleil par deux boules ici, et le Soleil est la source d'énergie qui nous envoie donc du rayonnement, 1370 watts par mètre carré au niveau de l'atmosphère terrestre. Et donc, au niveau de la surface éclairée, cette énergie qui arrive sous forme de rayonnement entre en contact avec le sol s'échauffe, et la température donc au niveau du sol monte, et les couches d'air en contact direct avec le sol eh bien, s'échauffent également. Donc on a un échauffement, et par la loi des gaz parfaits, on pourra déduire quelle sera la pression et l'évolution de la pression. Tandis que du côté non éclairé, le sol perd de l'énergie, se refroidit et émet de l'infrarouge. Et on peut même sentir cette déperdition d'énergie par la turbulence. Par exemple, sur un sol bétonné, on sent bien, après le coucher du soleil, qu'il y a de la chaleur qui s'évacue, l'air s'élève, et quand on pointe un télescope, on voit bien que l'image n'est pas nette. Ce qui n'est pas le cas au-dessus d'une pelouse, par exemple. Enfin, moins. Donc, on a une relation entre ce que l'énergie par rayonnement apporte, l'élévation de température, et donc une élévation de la pression du côté éclairé, là où on pourrait s'attendre à une diminution de la pression sur le côté non éclairé. Ok, donc représentons ce qui se passe au niveau du côté éclairé. Au centre de la zone éclairée, on a plus de rayonnement que en bordure de la zone éclairée. Donc l'élévation en température va être plus importante au centre qu'en bordure. L'élévation en pression va être plus importante au centre qu'en bordure. Qu'est-ce que ça veut dire? En contact avec le sol, on a un gradient de pression. Et qui dit gradient de pression dit mouvement. Et donc on peut s'imaginer observer un mouvement du centre vers l'extérieur. La Terre, ça on sait depuis Foucault et son pendule, elle tourne, ça a été démontré, elle tourne sur un axe qui traverse les pôles. À cause de cette rotation, donc sur cet axe-là, on a ce qu'on appelle un effet Coriolis, donc c'est la force fictive d'inertie liée à ce référentiel-là. Et donc ce n'est pas un mouvement du centre vers la périphérie de manière purement divergente que l'on observe, mais de manière circulaire. Effet Coriolis. Donc ça, c'est l'effet qu'on pourrait observer dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, ce serait exactement opposé. Ah, il y a quand même un petit problème avec ça. On peut expliquer ce qui se passe en surface, mais il y a un problème, et il est de taille. Que se passe-t-il si on part du centre et que on suppose que de l'air s'écoule vers l'extérieur? On crée un trou. Et la nature a horreur des trous. Il y a un grand principe, on ne peut pas créer ou faire disparaître de la masse comme ça. Il y a conservation de la masse. À cause de ça, on doit bien dire, mais ce vide doit être comblé. Ou en tout cas, il doit y avoir un mécanisme qui empêche qu'il y ait un vide. Donc, il doit y avoir de l'air qui vient de quelque part pour combler ce trou qui se constituerait. D'où vient-il? Il ne peut venir que d'une seule zone, d'un mouvement vertical. Ah. Voyons un peu ça. Donc, partons de cette équation toute simple qui stipule que la masse dans un sous-volume doit être constante dans le temps. Donc, ce petit symbole veut dire que la dérivée, donc sa variation est nulle. Je ne vais pas aller dans les détails, rassurez-vous. Simplement ceci. La masse d'un petit volume d'air, c'est tout simplement la masse volumique fois le volume, n'est-ce pas? Et donc, si je prends mon volume, un parallélépipède ici, avec ses dimensions, voici l'expression de la masse,
Et puis je reprends mon fameux équilibre hydrostatique que je modifie un peu pour expliciter cette masse volumique comme une fonction de la pression. Ça, c'est le jeu. Et puis je vais injecter cette pression pour remplacer la coordonnée de variation verticale. Et alors je vais dériver, je pourrais faire un long blabla, je ne vais pas le faire ici, vous voyez, je pourrais discuter de tout ça, mais le résultat intéressant, il est là. Quand on arrive donc à éliminer la dépendance au volume et à faire apparaître explicitement la variation dans le temps, on obtient cette équation qui s'appelle l'équation de continuité, qui dérive donc de la conservation de la masse. Et cette équation de continuité fait intervenir les composantes de vitesse, UV dans un plan horizontal, et ici oméga, c'est une composante verticale, mais exprimée dans l'unité de pression. Et donc, de manière très simple, derrière cette équation, il y a quelque chose d'extrêmement simple, où, oui, oméga est négatif quand il y a un mouvement ascensionnel et positif quand il y a un mouvement dirigé vers le bas. On arrive à un schéma qui est vraiment d'une grande simplicité. Elle implique la circulation qui est la suivante. Et ça, c'est une notation qui est élégante, hein, qui veut dire simplement que la somme des deux termes, ici, s'appelle la divergence du vent horizontal. Là, on arrive à ceci. Cette équation de continuité stipule que ce qui descend dans une colonne d'air diverge en contact avec la surface. Ce qui se concentre en un point de la surface s'élève dans une colonne d'air. Tout simplement. Donc ce qui rentre dans un volume d'air ressort et il y a un équilibre, que ce soit en mouvement descendant ou en mouvement ascendant. Et alors, ouais, là voilà la belle image. Là voilà l'image de cette circulation. Cette déduction implique toutefois une chose, c'est que on a une surface limite qui est le sol, mais obligatoirement on doit avoir une deuxième surface limite pour expliquer le retour aussi. Et cette surface limite, c'est justement la tropopause. On tient quelque chose d'intéressant. Ce modèle, qui remonte à peu près au niveau, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, donc, a été imaginé avec deux surfaces limites, donc le sol et une pression quasi nulle. Bon, ce n'est pas une pression nulle, on est quand même à plusieurs dizaines d'hectopascales, l'ordre de grandeur une centaine d'hectopascales, et on explique très bien donc ascension, divergence en altitude, convergence en altitude, mouvement descendant, et divergence en surface. À l'échelle synoptique. Donc on peut expliquer la plupart des mouvements, les variations de pression à cause simplement d'une variation jour-nuit et donc d'une élévation de pression en surface qui entraîne un mouvement divergent, et quelque part ça doit remonter. Donc on a des grandes boucles à l'échelle planétaire. Et il y a un certain nombre de grandes boucles en fait. Il n'y en aura pas qu'une, vous allez voir. Mais ce qui est important ici aussi, c'est de voir que dans ces mouvements verticaux, qu'ils soient ascendants ou descendants, on a un niveau intermédiaire où en fait les phénomènes de divergence ou de convergence s'annulent, n'existent tout simplement pas. Et ce niveau est situé vers 500-600 hectopascales. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, 500-600 hectopascales? Eh bien, c'est le niveau de... Non, même pas le Mont Blanc. Le Mont Blanc reste en dessous. On est là dans la chaîne de l'Himalaya, donc les montagnes les plus basses. Le camp de base, c'est ça. Donc on est à 5520 mètres à peu près pour le niveau de référence. Et c'est pour ça qu'on aime tant traiter des produits numériques et des cartes déduites à ce niveau-là, parce que les mouvements propres observés à ce niveau ne dépendent pas justement de divergence ou de convergence, mais vraiment des mouvements propres des systèmes. Et voilà un exemple de carte, justement, où on peut matérialiser les centres de pression et déduire les mouvements. En haut à gauche,
vous avez une carte de pression issue d'un modèle, et des vents ici qui sont des vents à 100 mètres. Ce n'est pas très différent des vents en surface, mais simplement la carte se présentait bien toute faite, comme ça. Et on peut déceler, si on a des beaux yeux, peut-être les yeux de hibou, pour un peu gagner en signal, mais c'est surtout en résolution ici. On décèle des zones de haute pression, donc qui couvrent les pays baltes, par exemple, et la Scandinavie, ici, et des zones de basse pression, comme sur le golfe de Gascogne. Et la surface est représentée par ce qu'on appelle une isobare, donc c'est une ligne d'égale pression à 1013 hectopascales. On appelle ça la référence, en tout cas dans le système international. Là où, à 500 hectopascales, donc vous avez une carte qui mêle ici à la fois les courbes, je vais y venir, des courbes d'égale quelque chose au niveau de pression 500 hectopascales, avec une courbe qui est renforcée, qui est l'isohypse. C'est comme ça qu'on l'appelle, l'isohypse de référence. Donc on peut voir deux choses en altitude. Soit vous vous placez à un niveau et vous mesurez la pression, vous allez voir que c'est la pression qui varie. Soit vous vous dites, non, non, ce qui m'intéresse, c'est de rester à 500 hectopascales, là où on a le niveau de non-divergence, et puis de mesurer quelle est l'altitude à laquelle je dois me situer pour tenir 500 hectopascales. Et les courbes d'égal niveau, où on a 500 hectopascales, s'appellent des isohypses. Un beau petit nom aussi. Peut-être qu'au Scrabble, ça peut rapporter quelques points, notamment avec le Y, à retenir. Et donc, également, là-bas, plus les isohypses sont élevés, plus on a une pression élevée. L'analogue de la surface, donc si l'isobare de référence en surface c'est 1013, si on va dans des isobars plus élevés, 1020, 1025, 1030, et ainsi de suite, on est dans une zone dite de haute pression, et si on est en dessous de 1013, on va dans des zones de basse pression, que l'on appelle également des cyclones. Dans le pire des cas, ça peut évoquer des phénomènes destructeurs, et dans le cas opposé, des anticyclones. En altitude également, les isohypses supérieures à cette isohypse de référence sont relatives à des zones plutôt de haute pression ou de haut profil, et en dessous, on est dans des zones de basse pression. Ça va jusque-là? Ok. Ben voilà, les H et les L, justement. Oui, je l'aime bien celui-là. Ça, c'était une carte, mais issue d'un modèle qui a été calculé il y a 2-3 jours. Et je l'aimais beaucoup parce que ça me permet alors de boucler toute la conférence. Mais il y a eu un petit décalage. Et maintenant, en fait, cette structure anticyclonique est un peu décalée vers les îles britanniques. Comme quoi, ça évolue de manière récurrente. Quand on regarde une carte pareille, donc avec les différences de pression, on peut se rappeler, si j'ai un gradient d'isohypse, c'est comme un gradient de pression, donc je pourrais peut-être bien avoir du mouvement là-dedans. Toujours à l'échelle dite synoptique, à grande échelle en tout cas. Et quel serait le résultat d'une expérience où je pourrais imaginer, je vais lâcher un objet léger et le laisser librement évoluer dans le champ de pression, ou en tout cas dans le champ isohyptique. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre un objet suffisamment léger pour qu'il flotte, mais pas trop pour qu'il reste à peu près à ce niveau, et je vais le laisser évoluer, soumis aux seules forces existantes. Donc, je vais négliger son poids, c'est pour ça que je dis qu'il est léger. Et donc, il va être soumis à une force qui est un gradient de pression, qui va de la haute pression vers la basse pression. Et une fois qu'il sera mis en mouvement par l'action de ce gradient, il va subir la force fictive d'inertie de Coriolis. Il se met en mouvement, il subit Coriolis, ce qui va incurver sa trajectoire. Je laisse le temps s'écouler, et il s'inscrit donc dans le mouvement avec une trajectoire incurvée. Et à nouveau, à ce moment-là, je peux dresser le bilan. Gradient de pression, tiens, sa vitesse a évolué, et s'est inclinée dans le sens horlogique. Donc la force de Coriolis évolue aussi. Je laisse ce temps s'écouler, je fais le bilan, gradient de pression, tiens, sa vitesse est quasi perpendiculaire, et la force de Coriolis également. En fait, elles sont exactement même perpendiculaires.
Quand elles sont exactement perpendiculaires et égales, en valeur, on dit que l'on atteint l'équilibre géostrophique. Et la vitesse qui anime l'objet, qui est ici, définit ce qu'on appelle le vent géostrophique. Et on pourra suivre ainsi le mouvement de la particule. Et bien voilà un premier truc, une première visualisation du mouvement à grande échelle. Quand on utilise des cartes en altitude, on prend tout simplement la parallèle au champ isoelliptique. Ça définit le mouvement. Plus les lignes isoelliptiques sont rapprochées, plus le mouvement sera rapide. Plus les lignes sont relâchées, plus le mouvement sera lent. Et à ce niveau, à 500 hectopascales, on a ce qu'on appelle une trace de jet, je vais y venir bientôt, mais c'est vraiment un indicateur de la dynamique qui va suivre. Okay. En altitude, c'est pas compliqué, donc on n'a que deux forces à gérer pour déduire le vent géostrophique. En surface, on a les mêmes composantes. On a un gradient de pression en surface aussi. On a également une force de Coriolis, mais on a quelque chose d'autre qui est très important et qui va venir un peu perturber l'équilibre, c'est un ensemble de forces de frottement liées à la friction sur le sol. Selon la nature du sol, la friction sera plus ou moins élevée. Les surfaces océaniques, par exemple, offrent en général peu de friction, là où les surfaces terrestres offrent des effets de friction variables selon la nature du sol. Donc si le sol est composé uniquement d'herbes, par exemple, les forces de friction seront en général assez faibles. Si on a des forêts, les forces de friction seront plus importantes. Si on a alors du relief, en même temps, les forces de friction seront encore plus importantes. Quel est l'effet? Bien, l'effet, je vais vous le matérialiser ici. Gradient de pression, force de Coriolis et force de friction s'équilibrent pour donner une vitesse qui va être réduite par rapport au cas idéal où il n'y aurait pas de friction, mais surtout va être incurvée. Donc les vitesses ne seront jamais parallèles aux isobars, elles auront toujours un profil incliné. Alors dans le cas d'une dépression, ah oui, L et H, pourquoi L et H? Parce que c'est de l'anglais low, donc low pressure, basse pression, et H pour high pressure. C'est une, comment dire, même pour nous francophones, nous utilisons cette nomenclature-là, donc ne m'en veuillez pas d'avoir introduit des L et des H ici. Donc, autour d'un centre de basse pression, on va avoir un champ de vitesse qui aura tendance à pointer vers le centre de la basse pression, là où, autour d'une haute pression, on aura un champ de vitesse qui tendra à s'éloigner du centre de pression. Ah oui, donc je vous disais, je replace tous les éléments. Donc, mouvement à grande échelle. On a une circulation verticale qui est assurée donc, pour des raisons de continuité et conservation de la masse. Il y a un sol et un plafond. Okay. Est-ce qu'on a des boucles de grande amplitude qui pourraient, par exemple, brasser de l'air de l'équateur au pôle? Ma réponse est non. En fait, il n'y a pas un système d'une seule boucle, mais il y a un système composé de 3 boucles. Pourquoi? Pour ça, il faut voir le bilan énergétique moyen annuel. Et quand on considère donc ce que chaque zone, donc en fonction de la latitude, reçoit annuellement du Soleil comme énergie sous forme lumineuse et ce que chaque zone réémet en infrarouge, on constate qu'il y a sur Terre une région où, donc ça c'est une coupe du globe, et ça c'est de la visualisation de cette coupe où en abscisse j'ai la latitude en degrés et en ordonnée, qu'est-ce que j'ai en ordonnée? C'est le bilan justement. Qu'est-ce que je constate? Donc j'ai une zone où il y a constamment un gain en énergie. Tiens, curieusement, c'est la zone tropicale. Quelle surprise.
Et j'ai une autre zone qui est très notable, où il y a un déficit qui peut être même très important. Curieusement, c'est les zones polaires. Et entre les deux, j'ai un équilibre qui varie donc délicatement en fonction de cette latitude. Donc j'ai un endroit du monde qui est bénéficiaire en énergie et un endroit du monde qui est négatif en énergie. Et ben, tout ça va générer un transport des latitudes proches de l'équateur vers les latitudes polaires, mais avec des déperditions et des répartitions de ci, de là. Voilà. Mais à cause donc de cette répartition énergétique, je peux expliquer l'existence donc de ces cellules. Et en partant de la zone tropicale, où on a pas mal de phénomènes qui permettent une élévation, donc non seulement synoptique, mais également liée à la nature même de l'air qui est, de l'air chaud, de l'air humide. On a, j'y viendrai tout à l'heure, de la convection. Et cette convection donc, transporte beaucoup d'énergie. Et une fois que les développements atteignent le fameux plafond, la tropopause, il doit y avoir répartition. Il y a répartition le long de l'équateur à peu près, mais de manière perpendiculaire. Et quand cette répartition d'énergie s'effectue de manière perpendiculaire, en fait, l'air qui se meut entre en contact avec un plafond qui s'abaisse progressivement en fonction de la latitude, tout simplement parce que les effets centrifuges liés à la rotation de la Terre font gonfler l'atmosphère de manière assez intense au niveau de l'équateur, mais de moins en moins vers les pôles. Et à cause de ce mouvement finalement descendant, par conservation du moment cinétique, le déplacement de l'air sous le plafond tend à s'accélérer et à s'orienter, donc bonjour Coriolis, pour donner naissance finalement à peu près 30 degrés de latitude, à peu près, à un jet que l'on appelle un jet subtropical. Donc l'air est accéléré et donne un mouvement d'ouest vers l'est à cette latitude-là. C'est matérialisé ici par un bulbe et donc on peut imaginer que l'air traverse le plan de projection ici. Il existe aussi parce qu'il y a un contraste de température. Ça, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais c'est une composante de vent que l'on appelle vent thermique. Quand il y a un contraste avec de l'air chaud sur un flanc et de l'air froid sur l'autre flanc, on a comme résultat donc un vent. Donc ça vient aider à ce jet. Un vent, donc vent thermique, qui vient alimenter ce jet. Et cette orientation-là est observée dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, on aurait la flèche opposée dans l'autre sens parce qu'il y a du Coriolis qui intervient également dedans. Ok, on peut comprendre donc une première boucle qui est liée donc au bénéfice énergétique dans la zone tropicale. On pourrait tout aussi bien comprendre ce qui se passe au niveau des pôles, où 6 mois par an, on n'a quasi plus de lumière, et donc on a un refroidissement naturel profond qui envoie de l'air très froid, qui à un moment donné doit remonter quelque part, en contact avec de l'air significativement plus chaud, donc dans nos latitudes, et qui donne naissance à la même collision d'air aux caractéristiques très différentes, et donc à un contraste important, qui donne naissance à un jet, un autre jet, qui est le jet polaire, et qui vient onduler à des latitudes qui varient généralement entre 45 et 65 degrés. Et donc qui nous concerne, nous, forcément. Et donc on a une cellule de circulation qui est liée donc à ces variations très nettes de température liées au refroidissement polaire et à l'échauffement timide polaire, également pendant les 6 mois où la lumière solaire, lui, là-bas en permanence. Et entre les deux, nous avons notre cellule qui nous concerne, nous, dans les latitudes moyennes. Ce qui donne globalement le schéma suivant, donc de découpage en 3 blocs définis par des zones de latitude bien nettes, donc de l'équateur à peu près 30 degrés, de 30 degrés à peu près 60 degrés. Ok, on commence à avoir une vue. Et en résumé, cette dia, je l'aime bien, c'est moi qui l'ai faite d'ailleurs. Mais sérieusement, s'il y a un truc par lequel je commence d'ailleurs avec les étudiants universitaires qui viennent, c'est ceci, ayez en tête ceci. Quand vous regardez ce qui se passe à grande échelle, que ce soit au sol ou à la surface limite
donc au niveau de la tropopause, dans un plan de grande extension spatiale, donc typiquement plusieurs milliers de kilomètres, ce sont des mouvements dans le plan qui dominent, avec des vitesses qui dominent. Là où les variations de mouvements verticaux, donc avec des vitesses verticales, sont vraiment largement dominées. On ne les observe pas de manière aisée. Par contre, si vous zoomez, notamment dans des images satellitaires, et ça j'y viendrai, si vous zoomez sur des zones plus petites, vous pourriez à ce moment-là déceler que des mouvements verticaux commencent à dominer, mais c'est à beaucoup plus petite échelle, ce qui veut dire que l'écart au niveau de l'équilibre énergétique, là-bas, peut être, entre guillemets, peut violer, entre guillemets, ce qui se passe à une échelle majeure, parce que globalement, ils sont quand même noyés dans l'échelle dite synoptique. Pour vous donner une idée, ça c'est un vrai choc, l'ordre de grandeur des vitesses ascensionnelles ou descendantes à l'échelle synoptique. Je vous donne en mille. Le centimètre par seconde. Donc c'est vraiment tout faible. Donc, si on laisse, donc avec tout ce transfert, si on laisse évoluer une masse d'air à l'échelle synoptique, on verra une élévation comme ceci. Ça, c'est 1 centimètre par seconde. Par contre, si je regarde un développement, vous allez voir, un développement orageux, la vitesse à laquelle la parcelle d'air peut s'élever à cause de son instabilité, de ses caractéristiques thermodynamiques, 50 mètres par seconde. Voilà, ça vous fixe toutes les idées. Voici une séquence assez récente, oui, vous n'allez pas bien voir facilement. Ce sont des images prises à nouveau par EUMETSAT, donc Météosat, le 22 avril dernier, donc c'est vraiment du matériel récent, à 6 heures UTC, 12 heures UTC, 18 heures UTC, le 23 à minuit UTC, à 6 heures et à 12 heures. Alors, c'est de l'imagerie en infrarouge et c'est une longueur d'onde à 10,8 micromètres. Donc, avec ce canal-là, en fait, on dresse une cartographie des sommets nuageux et en même temps, on peut effectuer une déduction des températures au niveau des sommets. Ça, c'est l'usage principal de ce canal-là. Et je voulais vous montrer, voilà, une structure qui a une forme de virgule ici, qui est juste à l'ouest de l'Irlande. Ben, faisons-la évoluer de 6 heures en 6 heures. On va la retrouver, donc ici, 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 là, là, et tiens, en fin de course, ici. Donc, 6, 12, 18, minuit, 6, 12, 30 heures. Et ce déplacement-là, de la même structure, c'est à peu près entre 1000 et 1500 km, 30 heures. Vous avez un exemple typique d'évolution synoptique d'un système. C'est ça. Par contre, je ne sais pas si vous aurez eu l'occasion de capter, si on regarde ce qui se passe au niveau de la Roumanie, 6 heures UTC, 12 heures, tiens, il y a quelque chose. 18 heures, ce même quelque chose a évolué, puis minuit, il n'y a plus rien. Faisons un zoom. OK. Voilà le zoom. La première image ici remonte à 9 heures UTC. Ici 12, 13, 14, 15. Donc déjà, la succession en temps est assez différente. Je prends d'une heure en une heure et je me centre sur la Roumanie. Alors, ce n'est pas le même type d'image, c'est une composition de différents canaux infrarouges qui permet de visualiser plus facilement donc, les développements de cumulonimbus notamment. Et en gros, avec cette palette de couleurs, ce sont des fausses couleurs, mais ça vous êtes coutumier de ce genre de représentation, plus on tend vers le jaune, jaune-blanc, plus les sommets sont élevés et froids. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit? À l'échelle de la Roumanie, on est globalement à l'échelle mésoscale,
Et on voit à l'intérieur, donc, plusieurs petits points jaunes se développer, et puis finalement s'étendre. C'est ce que le panache rougeâtre ici, c'est l'extension des développements de cumulonimbus. Et chaque point jaune correspond à ce qu'on appelle l'échelle locale, là où on peut avoir les développements hyper rapides. Et comme ça, vous comprenez bien ce que c'est qu'une échelle locale. Quelque chose qui se développe vite, qui évolue vite, et qui est restreint à une petite zone de l'espace synoptique. Ça va jusque-là? Vraiment, c'est quelque chose de capital, les différentes échelles. Ok, ben, je me rends compte que la première partie est déjà passée. Waouh! Donc maintenant, je vais essayer de répondre aux questions, mais ok, ça, on parle des mouvements, c'est bien, mais ça ne nous explique pas encore le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait. Hein. Si on regarde un peu la composition de l'atmosphère, du moins dans la partie où nous vivons, entre le sol et cette fameuse tropopause, eh bien, globalement, le gaz le plus important, c'est l'azote, ou, comme dirait ma chère fille, le diazote, 78%. En masse ou en volume, c'est quasi la même chose. 21% d'oxygène, et la maigre différence qui reste est peuplée de toute une série de gaz dont je n'ai listé que les plus connus et les plus importants. Et c'est curieux, mais le principal d'entre eux, c'est l'argon, qui est un gaz rare, chimiquement inerte. Et on trouve dans les gaz non rares, parce qu'on a aussi du xénon, oui, du radon, mais enfin quelques gaz rares. Mais on trouve également une molécule importante, la molécule d'eau, CO2, CH4, qui sont des gaz à effet de serre, chacun d'ailleurs. Enfin, la molécule d'eau sous sa forme gazeuse. Et la molécule d'eau, c'est quasi un miracle à elle toute seule. C'est elle qui va expliquer beaucoup de choses. Alors, chimiquement parlant, elle est constituée donc d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, dont les caractéristiques électroniques sont telles que l'oxygène va avoir tendance à accaparer les électrons de l'hydrogène, et la géométrie de cette molécule est une géométrie dite coudée. Donc l'angle qui est formé par les 2 atomes d'hydrogène avec l'atome d'oxygène est d'à peu près 104 degrés. Et cet angle-là a une importance, mais qui est capitale, et qui explique quasi tout. C'est de la microphysique qui permet d'expliquer les orages, par exemple. Alors que ça, c'est bien macrophysique. Eh bien, à cause de cet angle-là, la répartition des charges électroniques partielles entraîne l'existence d'un dipôle électrique permanent. Et à cause de ce dipôle électrique permanent, toute la physique des changements d'état de cette molécule d'eau implique des quantités d'énergie immenses. À elle seule, un réservoir énergétique lié à ce moment dipolaire électrique permanent. Vraiment un phénomène à l'échelle atomique qui a une importance à l'échelle macroscopique. Donc la molécule d'eau, on va la rencontrer à l'état de gaz, également à l'état de fluide liquide, et donc on aura une partie des liaisons électroniques, enfin de liaisons dues à ce champ dipolaire électrique, donc où les atomes d'hydrogène d'une molécule d'eau vont avoir tendance à se rapprocher d'un atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau, jusqu'à l'état solide, où en fait on a une structure cristalline complètement gérée par ces influences électriques. Je pense que l'image suivante... oui, j'aurais quelque chose à dire. L'image suivante va vraiment vous montrer ça de manière sublime. Donc je disais, un grand réservoir d'énergie. Pourquoi? Parce que les échanges de chaleur pour passer d'un état à l'autre vont être importants. Et en plus, la molécule elle-même, avec sa structure coudée, va lui permettre d'interagir avec le rayonnement, notamment dans la gamme d'infrarouge, jusqu'au rayonnement des fours à micro-ondes, hein, donc on est juste un peu au-delà. Eh bien, par ces interactions de vibration et de rotation, elle offre dans tout ce spectre-là pas mal d'absorption et d'émission.
voici une schématisation donc, de l'état gazeux, état liquide et état solide. Quand on voit cette image-là, il y a quelque chose qui saute aux yeux, enfin, j'espère, c'est que l'intervalle moyen, distance entre les différentes molécules d'eau à l'état solide, est plus grand qu'à l'état liquide. C'est pour ça que 1 kg de glace va prendre plus de place qu'un kilogramme d'eau. Et c'est ce qui permet notamment à la vie de subsister dans les fonds de lacs quand l'hiver arrive. C'est qu'il y a une température optimale, c'est 4 degrés, où la densité de l'eau est la plus élevée. Donc au-dessus de 4 degrés, la densité de l'eau va diminuer, donc l'eau se dilate, et en dessous, elle va se dilater jusqu'à obtenir donc son volume d'occupation de la glace. On a toujours donc dans les fonds de lac de l'eau à 4 degrés, et c'est pour ça aussi que la glace flotte sur l'eau liquide. Bon, c'était une petite parenthèse. Ok, tant qu'on y est dans les bilans énergétiques, maintenant je vous passe ici l'évolution complète de la température. Donc, je reprends mon ballon sonde, je le lâche dans l'atmosphère, et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit effectivement que la température diminue selon l'hypothèse d'adiabaticité et d'équilibre hydrostatique jusqu'à la tropopause, et puis, ah tiens, donc la température remonte jusqu'à un certain point, ici, puis elle rediminue, et puis ça, je vais y venir après. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un échauffement. D'où vient l'échauffement? Eh bien, d'une forme particulière de l'oxygène qui s'appelle la molécule d'ozone. Et elle aussi, cette molécule-là, implique des échanges énergétiques importants, mais dans l'ultraviolet. Et donc, dans la couche qui se superpose à la troposphère, on a une autre couche qui s'appelle la stratosphère, où cette molécule d'ozone se répartit sur une profondeur de quelques dizaines de kilomètres. Et il va y avoir création, destruction de cet ozone avec une gestion du flux en ultraviolet, qui entraîne, lorsque la molécule se dissocie, libération d'énergie et élévation de température. Et à cause de ce fait, donc comme la température remonte avec l'altitude, on dit qu'on a une inversion de température. Et quand il y a une inversion de température, ça tend à stabiliser tous les mouvements verticaux. On a très peu de mouvements verticaux dans la stratosphère, et c'est pour ça qu'on considère qu'elle est répartie en strates, avec une évolution de la composition chimique de sa couche la plus basse vers sa couche la plus élevée. Je ne vais pas revenir en détail parce que ce n'est pas cette partie-là qui joue sur la météo. Et puis, quand il n'y a plus de molécules d'ozone pour interagir, la température diminue à nouveau avec l'altitude. Mais là, on atteint des couches où la densité devient vraiment très basse, et l'élévation en température ici provient d'un autre phénomène. On n'est plus dans le cadre d'un équilibre entre la distribution d'énergie de la matière et la distribution d'énergie du rayonnement au sein du même gaz, parce que la matière est très très peu dense. Techniquement, on appelle ça un découplage de la distribution de Maxwell pour le rayonnement, de la distribution de Boltzmann pour la matière. Et en fait, il y a uniquement des phénomènes de transfert avec le rayonnement de haute énergie, donc ultraviolet, et les particules qui restent encore là, et des collisions. Et donc, on peut atteindre des vitesses très élevées individuellement pour quelques particules, sans pour autant que le fluide soit homogénéisé. Et à cause de ces vitesses élevées, on peut déduire une température liée au déplacement qui est très élevée. Mais si vous placiez par exemple un beau poulet prêt à être rôti dans cette partie de l'atmosphère, il resterait très froid, votre poulet, tout simplement parce que la probabilité d'avoir des collisions avec des particules rapides, ben, très faible. Ou alors vous devriez attendre peut-être un siècle. C'est l'image que je peux donner ici. Et l'explication de cette courbe. Bon, revenons un peu à notre molécule d'eau. J'espère que tout va bien ici. La loi de Dalton stipule que dans un gaz hétérogène, la pression totale peut être remplacée par la somme des pressions partielles de chacun des éléments. Donc quand on parle de pression atmosphérique, eh bien c'est la somme
de la pression de différents gaz, donc l'oxygène, l'azote notamment, et également la pression partielle de la molécule d'eau, on appelle la tension de vapeur, quand elle est sous forme de gaz. Et quand on dresse l'évolution de cette tension en fonction de la température, on obtient le diagramme de phase de l'eau. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez technique ici, mais donc il existe une zone où l'eau va se retrouver naturellement sous forme de vapeur, donc sous forme de gaz, une zone où on aura de l'eau liquide, et une zone où l'eau sera sous forme solide. Et en parenthèse, de l'eau liquide, on peut en trouver à des températures légèrement négatives en laboratoire. Mais dans l'air, en fait, de l'eau liquide, on peut en trouver jusqu'à des températures de moins 10 degrés sans trop de problèmes. Ouais. Je veux souligner ça. Bon, alors, peut-on associer cette molécule d'eau à des choses que l'on observe? Ben oui, forcément. La molécule d'eau, en fait, quand elle est à l'état liquide, eh bien, elle constitue les micro-gouttelettes qui forment les nuages. Ah. Tandis qu'à l'état de vapeur, ben, on ne la voit pas avec nos yeux, mais il existe un canal dans l'infrarouge, vers 6 micromètres, où en fait, on va pouvoir la matérialiser. Donc ici, cette image un peu brumeuse va nous donner une image de la quantité de vapeur d'eau dans une colonne verticale. Bon, par exemple, plus c'est blanc, plus c'est chargé en vapeur d'eau. Et ici, on va avoir une zone plus obscure avec peu de vapeur d'eau, si du moins on n'a pas de nuages qui viennent masquer cette information. Et cette information dans ce canal 6 mm, en fait, est un traceur des fameux jets en altitude. Et donc, elle correspond à ce fameux passage donc, de la perturbation en 30 heures. Eh bien, on trouve la trace du jet ici, là où la zone est un peu plus obscure, donc qui a soufflé du nord-ouest de l'Irlande vers le centre de la France. Traceur de jet. Donc là où il y a du jet, de son côté froid, on a une zone pauvre en vapeur d'eau et on peut la matérialiser donc par ces zones obscures en canal infrarouge 6 micromètres vapeur d'eau. Sinon, quand elle est dans son état liquide, ben, elle constitue les nuages. Et maintenant, ben, je vais vous expliquer comment on passe d'un nuage qui flotte simplement dans le ciel à un nuage qui donne des précipitations. C'est quand même ça que vous voulez savoir, je suppose. Et vous allez voir que c'est facile. Enfin, pas si difficile que ça. Est-ce qu'il y a de la glace sous forme de microcristaux? La réponse est oui. On la trouve dans certains nuages, et en fait les nuages les plus élevés dans l'atmosphère, que l'on appelle les cirrus, que vous voyez ici, ce sont des petits cristaux de glace. Et alors on peut avoir un mix dans certains types de nuages. Vous avez à la fois l'état liquide et l'état solide. Vous en trouverez notamment dans les fameux cumulonimbus. Vous avez un mix de tout en fait là-dedans, et vous pouvez même avoir la constitution de grêles, donc de cristaux de glace dont la taille peut être vraiment variable. Ça, c'est encore quelque chose de particulier. La grêle peut être même très grande, hein. Vous voyez ici, au creux d'une main, on a déjà observé ce type de grêle. Phénomène très violent. Et alors, bah, la neige, c'est une autre forme de cristal de glace, apparaît dans des développements de nuages de ce type-ci, par exemple, mais avec de l'air plus froid. On va faire intervenir de l'air polaire. Donc ça dépend des saisons, évidemment. OK. Ben, je vais vous présenter brièvement le bestiaire. Il y a 10 noms. 10 noms de nuages et 2 types, un à gauche, un à droite. Et vous voyez que j'ai réparti ça en 3 catégories. On parle des nuages ici de bas étage, d'étage moyen et d'étage supérieur, en fonction de l'altitude typique à laquelle on va les retrouver. Alors, si je prends à gauche, par exemple, de bas étage, je vais trouver le stratus, qui est un nuage qui affecte assez fortement les activités d'aviation, notamment. Donc, notre rôle à la défense, mais pas uniquement, c'est d'effectuer le plus précisément possible les prévisions d'apparition, disparition et de positionnement de stratus,
parce qu'en fonction de leur altitude, qui est en général très basse, on va sélectionner la qualification du pilote qui va pouvoir opérer sur les aérodromes, parce que ils ne peuvent vraiment compter que sur leurs yeux pour naviguer, du moins à la défense. Il n'y a pas de système d'aide comme dans l'aviation civile, donc ils doivent reposer uniquement sur leur qualité physique propre. Et donc, si on leur annonce un nuage qui couvre à 500 pieds, eh bien, il doit être qualifié pour ça. C'est très bas. Je vous parlerai de cette unité aussi. Donc, et c'est un challenge en général. Le stratocumulus, bon, paraît un peu pommelé, un peu comme ce qu'il y a pour le moment, bien que c'est une catégorie un peu particulière. À l'étage moyen, on va retrouver des altostratus, bon, quelque chose qui ressemble à un voile, qui peut donner naissance à une diffusion, et quand il y a de la Lune, à du halo, notamment. Enfin, c'est pas tellement les altostratus, ce sera plutôt les cirrostratus. Il y a également le nabostratus qui peut faire peur aussi, qui est en général un nuage bien chargé d'humidité et qui génère des précipitations. Et alors, à l'étage supérieur, donc, il y a les fameux cirrus qui se présentent sous forme de voile, parfois étirés, ou alors en nappes minces, mais qui peuvent générer ce genre de phénomène donc de halo. Étage supérieur, donc cire, étage moyen alto, et ici pas de préfixe particulier, mais on trouve quasi partout du stratus, 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 donc qui indique qu'il y a quelque chose qui se passe en termes de couche. Si on regarde dans la colonne de droite, dans le bas étage, on va trouver le cumulus, mais tiens, le stratocumulus est un peu à raccrocher également. Le cumulonimbus, qui lui est un développement vertical qui peut parfois être vraiment très très profond. Alors, en météorologie, on parlera de profondeur quand on atteint le plafond, hein, puisque le point de départ, c'est le sol, et donc la profondeur sera le plafond. C'est un peu comique, mais c'est comme ça. L'étage moyen, ben, on trouvera des altocumulus, en nappe par exemple, donc des espèces de, comment dire, de démantibulation de chou-fleur, par exemple. Ouais. Ou parfois donc des nuages isolés un peu aplatis, mais on voit bien qu'ils sont à un étage un peu plus élevé. Et alors les cirrocumulus ben, sont à l'image de l'altocumulus, mais avec des grains beaucoup plus petits. Angulairement parlant, c'est plus petit que la taille d'un petit pois, je pense. Donc plus petit que le diamètre apparent de la Lune. Voilà pour le bestiaire. Et là, le préfixe, ou le suffixe commun qu'on prend cumulus, cumulus, vous voyez, cumulus, ici il apparaît en préfixe, nimbus pour évoquer donc son extension verticale. Donc il doit y avoir quand même quelque chose en rapport avec ces préfixes et suffixes. Vous allez voir que oui. Dans le domaine de l'aviation, comme dans l'observation synoptique civile, ben, on a une manière de les classer. Donc, je dis par étage. Alors, selon que l'on est dans les tropiques ou dans les régions polaires, l'épaisseur va varier terriblement, hein. Donc, par exemple, l'étage supérieur dans les tropiques peut atteindre des altitudes de 60 000 pieds. Alors, ça fait à peu près 20 km d'altitude. C'est vraiment très, très élevé. Alors que, au niveau des régions polaires, la troposphère va peut-être culminer à 25 000 pieds, donc à peu près à 8 km d'altitude. C'est quand même une fameuse différence. Alors pour quantifier la population nuageuse, on utilise deux systèmes différents selon qu'on s'adresse aux scientifiques, avec les observations dites synoptiques, ou à l'aviateur, si c'est le domaine d'intérêt. On peut découper l'espace aérien en 8 secteurs égaux. Ici, j'ai découpé en 4 parce qu'en 8, ça devenait peu visible. Mais en gros, donc, une fois que vous regardez le ciel, vous pouvez par exemple découper selon l'axe nord-sud de moitié. Selon l'axe est-ouest, vous avez encore donc un découpage complémentaire. Donc, vous avez 4 secteurs. Et puis, dans les diagonales, et vous avez vos 8 secteurs. Donc, vous pouvez évaluer la couverture nuageuse en fonction de la couverture dans chacun des secteurs. Et on va de 0 pour désigner un ciel serein à 8 huitièmes pour un ciel complètement couvert. Donc ça,
ça vous donne une idée assez précise justement de cette couverture nuageuse. Là où dans l'aviation, on sera, je vais dire, plus direct, on parlera de ciel serein, sky clear, avec 0 nuage répertorié. Peu de nuages. Oui, la nomenclature en français, à nouveau, c'est un problème. Je pense que few, c'est épars, simplement. Donc, 1 ou 2 octas grand maximum. Donc, voilà, c'est tout. Scattered, de 3 à 4 octas. Donc, jusque maximum la moitié du ciel, couvert par la nébulosité. Et à partir de broken, on a une majorité de nuages dans le ciel. Donc, 5, 6, 7 octas. Et overcast, c'est couvert. Alors, selon que l'on considère l'aviation civile ou l'aviation militaire, on va dire que le plafond est défini par un broken ou par un scattered. Au niveau de l'aviation civile, le plafond, donc la dominante nuageuse, c'est broken. Pour les militaires, c'est plutôt scattered, puisque à nouveau, c'est uniquement avec leurs yeux qu'on définit les limitations d'aptitude. Et donc, on considère qu'à partir d'un scattered, donc 4/8, on peut avoir de l'obscurcissement significatif d'une piste, par exemple, quand un appareil s'approche. Et donc, il y a différents plafonds limites qui définissent les aptitudes requises. Voilà pour la raison du découpage. Au niveau de l'astronomie, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est de tendre vers ces valeurs-là, évidemment. De voir comment on peut déceler si on aura un ciel idéalement sky clear, ce serait merveilleux, ou au pire few. Bon, on pourrait peut-être fonctionner une demi-nuit avec un scattered, peut-être, hein. Mais au-delà, ça devient gênant. Et je vais vous montrer comment on peut parvenir à définir ces zones, enfin ces conditions donc, de nébulosité là. Le tout sera de voir comment, enfin, quelles sont les conditions où la molécule d'eau passe, tiens, de l'état vapeur à l'état condensé pour constituer un nuage. Il y a 2 manières d'y arriver. Et ça, j'en appelle à une expérience que vous connaissez. Vous entrez dans votre salle de bain, vous prenez une douche très chaude, surtout quand il fait froid dehors, c'est très agréable. Il y a un nuage de vapeur bien visible, puis vous vous placez devant votre miroir, et qu'est-ce qui se passe? Vous enlevez toutes les molécules d'eau qui se sont déposées sur le miroir. C'est un phénomène de condensation à pression constante. La vapeur est entrée en contact avec le miroir, qui est plus froid, et donc se condense. La même chose sur un couvercle de marmite, c'est exactement la même chose. Donc on obtient condensation par refroidissement isobar, c'est ça que ça veut dire, donc c'est le coup du miroir dans la salle de bain. Mais il y a un autre moyen, c'est de prendre une parcelle d'air avec son humidité et de l'envoyer en altitude. Il y aura à un moment donné une condensation. Et ça, je vais vous montrer aussi comment on y arrive. Mais on pourrait imaginer une marmite très épaisse et on verrait alors la condensation se former au sommet. C'est un peu ça aussi. Et comment on va matérialiser ça? On va le matérialiser avec un hémagramme, qui est ce type de graphique suivant. Alors, il y a une quantité incroyable d'informations dedans. Mais une fois qu'on sait ce qu'il faut regarder, ça devient très simple. Donc, c'est un diagramme où on représente à l'échelle horizontale une mesure de la température, mais pas uniquement, une mesure de la température, et à l'échelle verticale, une mesure de la pression en échelle logarithmique. Vous voyez par exemple que les 100 hectopascales qui séparent le niveau 900 du niveau 800, ici, cette distance-là est beaucoup plus courte que les 100 hectopascales qui séparent le niveau 300 du niveau 200, dans ce type de diagramme-ci. Alors, ce qu'il faut également repérer, c'est que à chaque lecture de température, ici ce sont les chiffres bleus, correspondent des lignes inclinées à 45 degrés, et quand on se déplace le long d'une ligne pareille, on conserve la même température. Ce sont des isothermes. Donc les lignes horizontales en rapport avec la lecture d'une pression, on les appelle des isobars.
Les lignes inclinées à 45 degrés en tireté bleue ici sont des isothermes. Et alors, il n'y a pas de terme en français. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais en anglais, on parle de isohum. Ce sont des lignes vertes, ici en vert et en tireté, qui correspondent à ce qu'on appelle le rapport de mélange. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, quand vous regardez l'échelle exprimée ici dans les unités et les chiffres, enfin, dans les chiffres verts, on a le nombre de grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Et quand on se déplace le long d'une de ces lignes vertes tiretées, on a le même rapport donc de molécules d'eau exprimées en grammes par kilogramme d'air sec, et c'est en rapport avec l'humidité, connue le plus souvent sous le terme d'humidité relative. Je ne vais pas venir dans les formules. Le plus important, c'est de voir que quand on parle de l'état de l'atmosphère à un niveau, donc notre fameuse air, dans lequel on a la molécule d'eau, eh bien, on va représenter cet état à un niveau de pression donné par 2 points. Un point qui correspond à la température de l'air sec et un autre point qui correspond à ce qu'on appelle la température du point de rosée. Et qu'est-ce que c'est que la température du point de rosée? Ben, c'est la température de mon miroir quand je suis dans la salle de bain et que j'arrive à la condensation. Donc, si je refroidis l'air dont je mesure la température, donc ici 12 degrés, on va dire, si je le refroidis jusqu'à... Ah ben c'est quand même assez bas, hein, jusqu'à -8, donc c'est de l'air très sec, eh bien je vais avoir condensation. Ah ah. Ça c'est à un niveau, et on peut le faire à tous les niveaux en fait. Ce qui doit être remarqué, en tout cas, c'est que systématiquement, la température de l'air sec sera toujours supérieure ou égale à la température du point de rosée. Plus l'écart est grand, plus l'air est sec. Donc si on a une grande distance entre T et TD, on a de l'air sec. Si par contre l'écart se réduit, on aura de l'air de plus en plus humide. Et quand la différence est quasi nulle, on parle d'air saturé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a formation de gouttelettes dans l'air. Et quand T égale TD, la saturation est complète et consommée, je dirais. Alors, on mesure la température avec un thermomètre. Ceci est l'exemple dans une station automatisée d'un thermomètre qui est protégé du rayonnement, qui est juste soumis à l'échange via le vent. Et ce qui permet de déduire la température du point de rosée, c'est le psychromètre. Ce n'est pas une mesure directe, c'est une mesure dérivée. Psychromètre. Non, c'est pas lié à la psychologie. Ok. Eh bien, ça y est, je vous apporte la révélation. Un nuage, figurez-vous, va être repéré par une zone dans un sondage atmosphérique. Donc ceci, ce sont des sondages modélisés, mais un sondage réel. Donc on lâche le ballon et j'envoie dans l'air une petite sonde avec un thermomètre, un psychromètre. Eh bien, il va me donner ça. Et donc je vais avoir l'état de l'atmosphère sur toute son épaisseur, du sol à la troposphère. Eh bien, les zones où je vais avoir une saturation correspondent à des formations nuageuses. On y arrive, hein, ce petit outil. Formation nuageuse. Ah. Et selon le niveau, ben, on va avoir ici des stratocumulus, hein, par exemple. Et en plus, quand on lit la température, donc on est en dehors de cette zone tireté bleu gras. Le premier tireté bleu ici en gras, c'est la fameuse isotherme de 0 degré, et là, moins 10 degrés. Je suis à droite, donc je suis dans des températures positives. C'est donc de l'eau liquide, à l'état bien liquide, en suspension. En plus, c'est bien épais, c'est suffisamment épais, c'est bien saturé, donc c'est une belle couche nuageuse. Par contre, un peu plus haut, j'ai une zone où les deux courbes ont tendance à se rapprocher, mais sur une faible épaisseur. Statistiquement parlant, ça veut dire qu'on a une distribution possible altostratus, altocumulus, je pencherai pour des altostratus, même si ici,
Bon, ils ont plutôt une forme un peu cumuliforme. Mais on aura des trous, de grands trous bleus, parmi la composition des quelques nuages. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre zone où je vais avoir des nuages? Oui, mais avant d'aller plus loin, là où se forme ce nuage, je suis entre le 0 et le moins 10 degrés. Ici, entre 0 et moins 10, je peux avoir différents états de l'eau. Je peux avoir déjà des petits cristaux de glace, voire même une forme d'eau, enfin, de l'eau sous forme de floconnets de neige, enfin des prémices de constitution de neige, mais également encore de l'eau liquide. Et quand l'eau est liquide, dans ces températures-là, on parle d'eau en surfusion. C'est d'ailleurs un des phénomènes les plus dangereux. Quand de l'eau en surfusion tombe sur le sol, il y a constitution immédiate d'un petit film de glace. C'est lié à ce qu'on appelle une brisure de symétrie, donc lié au fait que quand elle est en surfusion, c'est en quelque sorte un équilibre instable au niveau thermodynamique. Et alors, dans le sondage de droite, eh ben, on voit une zone où je suis bien dans des températures négatives, donc le seuil d'écart qui commence à nous dire, tiens, il y a peut-être bien une nébulosité, c'est 5 degrés en T et TD. Eh bien, ici, on a un petit resserrement sur allez, quelque chose comme 20-30 hectopascales. Ben, on a des cirrus, ici, parce qu'on est à haut niveau. Par contre, si on étend le profil saturé dans sa verticalité, donc ici, là, je vais avoir non seulement un nuage, enfin une couverture nuageuse importante, donc on est à 8/8 ici, c'est couvert parce que c'est complètement saturé, mais également une épaisseur suffisante pour entraîner des précipitations, dans ce cas-ci sous forme de pluie. Pourquoi? Parce que je suis dans de l'air à température bien positive, et la position de mon isotherme 0 degré est très haute dans le ciel, donc c'est vraiment de la pluie qui tombe. Épaisseur typique ici 200 hectopascales, saturation, donc c'est de la pluie. Voilà le critère. Donc profil saturé, épaisseur suffisante, égale mauvais temps, certainement pour l'observation en visible. En infrarouge, non. En radio, oui, on pourrait encore jouer. OK. Et en plus, oui, on a même une zone qui est bien dans les températures négatives, ça accroît donc le phénomène de précipitation. Oui. Je vais aller peut-être un peu plus vite et laisser déguster les images. Où va-t-on rencontrer cette nébulosité porteuse de précipitation? Eh bien, en rapport avec la frontogénèse, la constitution de systèmes frontaux. Alors, brièvement, quand on a un jet, donc rappelez-vous, un mouvement en altitude bien caractérisé, et que l'on regarde dans les basses couches les effets du jet, doit être bien caractérisé, on va avoir une ondulation dans les régions proches de la surface, typiquement vers le 850 hectopascal, où on va causer, à cause de l'effet de ce jet, le soulèvement d'une masse d'air dont les caractéristiques de température sont plus chaudes que l'air ambiant, d'un côté, et constituer ce qu'on appelle un front chaud, tandis que ici, à l'arrière, c'est de l'air froid qui va avoir tendance à soulever l'air chaud. C'est ce qu'on appelle un front froid. Une coupe typique d'un front, une fois que l'ondulation évolue vers quelque chose qui aura tendance à se refermer, comme ici, le front chaud étant représenté par une ligne rouge avec des petites boules rouges, le front froid étant représenté par la ligne bleue avec des petits triangles bleus, eh bien, si je prends une coupe ici entre les points A et D, je vais avoir ceci, typiquement. À la frontière entre l'air froid et l'air chaud du côté chaud, une masse nuageuse qui s'étend verticalement de manière importante, le fameux nimbostratus, avec les couches supérieures altostratus, et bien loin devant, des cirrus. Alors ça, si un jour vous avez l'occasion de voir ça, donc un peuplement du ciel par des cirrus qui commencent à envahir le ciel, à s'épaissir et même à s'abaisser, ça c'est un signe avant-coureur de l'arrivée d'un front chaud. Autrement dit, vous savez que de la pluie est susceptible d'arriver dans les 6 à 12 heures. Critère pratique, le peuplement par des nuages élevés, mais qui se constituent vraiment en nappe et qui viennent couvrir graduellement le ciel, s'épaissir et s'abaisser.
Ça, c'est vraiment le truc typique pour la détection à l'œil d'un front chaud. Par contre, à l'arrière, on aura des développements plus cumuliformes, pas spécialement, pas systématiquement, mais en général plus cumuliformes, moins étendus à l'échelle spatiale, et donc avec des précipitations qui seront à la fois des précipitations de pluie, quand l'air est suffisamment chaud, mais des précipitations d'un autre type, que je vais vous introduire juste après, qui sont des averses. Alors, si on a des masses d'air qui sont des masses d'air polaires, donc qui nous viennent plus des pôles, on peut avoir de l'air suffisamment froid. Ce n'est plus de la pluie, c'est de la neige qui peut tomber à ce moment-là. Alors, quand on laisse évoluer le système et qu'il se ferme, on dit qu'il s'occlue, eh bien, le front chaud et le front froid se rejoignent, et puis finalement, il y a une élévation. Le front n'est plus en contact avec le sol, mais est en altitude. On parle d'une occlusion. Ça n'a rien à voir avec une occlusion intestinale. Mais donc, ça veut dire que le front est en altitude, ce qui ne veut pas dire qu'il perd de l'intensité, mais simplement, on n'a plus de traces directes au niveau du sol, notamment en termes de variation de température, de vitesse de vent. Oui, de vitesse de vent. L'occlusion peut être à caractère de front chaud ou de front froid. Bon, ça c'est un détail qui importe peu ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus au sujet de l'occlusion. Bon. Ah oui, on la représente en général par un tracé de couleur mauve ou une alternance de bleu et de rouge. Et alors, si elle est à dominante de front chaud avec des petites boules de la même couleur, si elle est à dominante de front froid, c'est avec des petits triangles. Ah. En résumé, bon. De la pluie, il nous faut au moins 110 hectopascales d'épaisseur. C'est vraiment le minimum syndical. L'hydrotherme doit être situé à une altitude d'au moins 1500 pieds, donc à peu près 500 mètres et au-delà. Sinon, en deçà, on peut avoir de la neige fondante, et plus l'isotherme de 0 degré est basse, plus on tend vers de la neige. De la bruine, par contre, elle est vraiment associée à des nuages de très bas niveau, les stratus, et si les stratus sont suffisamment épais, 1320 pieds, donc on est à peu près à 400-450 mètres d'épaisseur pour un stratus. À ce moment-là, donc les précipitations de gouttelettes sont vraiment très fines, c'est la bruine. Et avec la bruine, on a beaucoup plus de problèmes de visibilité, par exemple, qu'avec la pluie. Et à nouveau, bon, si l'isotherme de 0 degré est basse, c'est plus de la bruine, mais à ce moment-là, ce sont des petits cristaux de glace. Et alors, un terme peut-être que vous ne connaissiez pas. Donc, s'il y a de la pluie qui tombe, mais de très haut, donc si les nuages porteurs sont à une altitude qui correspond au niveau 700 hectopascales, alors à ce moment-là, la pluie a le temps de s'évaporer dans l'air et ne tombe pas au sol. On appelle ça des virgas. Peut-être que vous ne connaissiez pas ça, c'est un peu normal. Oui, pas toi. Mais quoi qu'il en soit, tout ça sera détectable au radar. Je vous montrerai une image radar. Et historiquement, d'ailleurs, c'est en 1942-43, quand les Anglais ont commencé à se dire « Tiens, on détecte les Messerschmitt qui arrivent, mais c'est très bruité quand il pleut. Ah, mais on pourrait peut-être séparer le signal bruité du reste, et le signal bruité, oh, bah, c'est la pluie qui avance. » Génial. Alors, je vous avais dit, une autre manière d'arriver à de la condensation, c'est d'élever une parcelle d'air. Que se passe-t-il quand on élève une parcelle d'air? Donc, on part par exemple du sol, l'air sec à sa température, et on a une température du point de rosée. D'accord? Je vais élever ma parcelle d'air, et dans l'hémagramme, ce mouvement d'élévation va se traduire par le suivi d'une courbe dite adiabatique. Ben voilà l'adiabatique en orange. Ça vous rappelle tout à l'heure, les conditions d'adiabaticité, c'est la pompe à vélo. Hein? Alors si j'étais en train de discourir de physique pure, je dirais que le diagramme qui permettrait de présenter ça ne serait pas un diagramme pression-température, mais pression-volume. Et on aurait PV gamma est égal à une constante. Mais on n'est pas là, c'est ça un adiabatique. Bon. Je suis donc la courbe et je vais élever ma parcelle d'air, tandis que je vais conserver un rapport constant de grammes de molécules d'eau par kilogramme d'air sec.
Donc je vais suivre la tireté verte. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais amener les deux points à fusionner. Quand on a la rencontre des deux points, température égale température du point de rosée, on a condensation. La condensation, donc le passage de l'état vapeur de l'eau à l'état liquide, va libérer de la chaleur latente. Cette chaleur latente est un réservoir d'énergie qui va propulser en fait la même parcelle d'air en suivant un aiguillage différent, en suivant en fait une courbe qui s'appelle la pseudo-adiabatique saturée. Et ceci se passe à une condition que, à chaque moment, la température de ma parcelle d'air dans l'environnement présent soit supérieure à l'environnement présent. On dit que l'on a une atmosphère instable. Retenez bien le terme, parce que c'est vraiment la clé. Instabilité dans l'atmosphère. Donc si j'ai l'instabilité, jusqu'au niveau de condensation, donc j'ai la formation d'un nuage qui s'appelle le cumulus, comme on en a aujourd'hui. Jusqu'où les cumulus vont-ils grimper grâce à cette libération de chaleur latente? Eh bien, on va suivre donc la pseudo-adiabatique saturée jusqu'à un moment où, même avec son gain énergétique, le développement vertical va rentrer en collision avec le profil de température de l'environnement. Et si le profil de température est en inversion, donc il y a une tendance à remonter avec l'altitude, à ce moment-là, le cumulus arrête de se développer et va avoir tendance à s'étendre. Aujourd'hui, par exemple, on a pas mal de cumulus quand même, enfin pas mal. Vu nez, on est peut-être 4-5, bon, 4 octaves, quelque chose comme ça. Je n'ai qu'une vue partielle. Les développements verticaux sont limités, ce qui veut dire que l'inversion de température est proche de l'endroit où on a la condensation. Et finalement, des cumulus aussi peu étendus donnent naissance à une couche de stratocumulus. Voilà le lien entre les deux. OK. Alors, différents cumulus, je parlais d'extension, voilà ce qu'on va observer sur l'hémagramme. Un petit cumulus peu développé en extension verticale égale un cumulus, entre guillemets, sec. Un cumulus dont l'extension spatiale, même dans de l'air à température positive, si il atteint au moins 6500 pieds, donc un bon 2000-2200 mètres d'épaisseur, peut donner une inverse. À condition qu'il y en ait suffisamment. Donc la question de quantité se joue aussi avec la question de développement vertical. Maintenant, on aura plus de chances d'avoir une inverse lorsque le sommet du cumulus entre dans des températures négatives. Et là, les cumulus pourraient être plus minces. Simplement, quand les sommets, on appelle ça les tops, sont à des températures négatives. Et plus elles sont négatives, plus la possibilité d'avoir une inverse est là. Et enfin, si les extensions sont très profondes, là, ce n'est plus un cumulus qu'on a, mais un cumulonimbus, et donc de développement orageux. Et les décharges de foudre sont liées à une répartition des charges. Tiens, le dipôle électrique permanent de l'eau, c'est là aussi. Au sein de noyau, on a une accumulation et finalement une répartition de strates chargées positivement et négativement. Et il peut y avoir des décharges entre les nuages, du nuage vers le sol, du sol vers les nuages, mais parfois ailleurs. Et alors, maintenant que vous avez vu cette construction, j'en reviens au psychromètre. Le psychromètre, techniquement, est constitué de ce qu'on appelle un thermomètre mouillé, un thermomètre en contact avec une substance capable d'absorber de l'eau. Et ce thermomètre, donc en contact avec la substance capable d'absorber de l'eau, l'eau étant la température de l'air ambiant, eh bien, donne une mesure de température, qui est la température du psychromètre. Et qu'est-ce que c'est que cette température? Donc si j'ai ici mon point à droite, qui est donné par le thermomètre et le psychromètre, eh bien c'est
la température du bulbe saturé. Et donc, je vais rechercher l'altitude à laquelle j'aurai cette saturation, et puis de là, déduire le rapport de mélange, et donc déduire la température du point de rosée. Donc le point de rosée n'est pas mesuré directement, mais déduit de la mesure psychrométrique. Pour les détails techniques, ça, non, pas maintenant. Mais le TD est déduit. Ça va? Vous n'êtes pas trop assommé? On va arriver bientôt au bout et à cette fameuse exploitation de l'hémagramme. Mais en résumé, si en altitude j'ai un jet bien caractérisé, avec un côté froid où je trouve des zones de basse pression, un côté chaud où je vais retrouver des zones de haute pression, associé à la tête du jet une zone frontale avec des précipitations dites stratiformes, surtout front chaud, ça c'est clairement stratiforme. Associé à l'occlusion, je peux avoir un mélange de précipitations stratiformes et convectives, des averses, et avec le front froid également, stratiforme et averse, ou parfois averse uniquement. Les averses pouvant être parfois orageuses aussi. Selon les conditions de température des masses d'air, j'aurai soit de la pluie, soit de la neige, soit un mélange des deux, mais c'est avec les averses que je pourrais avoir, les averses orageuses, que je pourrais avoir de la grêle. Ça se passe de jour comme de nuit, quand c'est frontal et stratiforme. Quand il y a des averses, il n'y a pas de problème pour les développements pendant la journée, mais pendant la nuit, il manque un moteur. C'est le moteur thermique. Il n'y a pas d'énergie solaire qui arrive. Donc, le développement d'averses nocturnes se déroule s'il y a suffisamment de dynamique, donc de convergence mésoscale en surface et de divergence mésoscale en altitude. Si je dépasse ça, même avec une atmosphère instable, c'est pas dit qu'on ait des averses. Et donc, même dans des conditions dépressionnaires, une nuit d'observation peut être fructueuse si on n'a pas de développement dynamique prévu. Mais bon, c'est un peu joué dans les conditions limites. Alors maintenant, la question c'est, que se passe-t-il de ce côté-là? Bien, ce qui se passe, j'en reviens à cet hémagramme, on va passer d'un profil où on a une évolution où la température décroît avec l'altitude vers un profil dit subsidant. Et donc le mot-clé que Pierre m'avait demandé de décrire, c'était la subsidence, et bien c'est ça. La subsidence, donc, c'est un mouvement qui, à l'échelle synoptique, va donner un affaissement de la masse d'air. Et quand on veut représenter ça sur un sondage atmosphérique, l'affaissement va se produire en suivant les adiabatiques sèches pour ramener les points vers le bas et les courbes isoium, donc les courbes de saturation identiques, vers le bas, et nous donner ce profil typique où on a à un endroit donné un aplatissement et une évolution brutale de la température vers une température donnée et une température légèrement supérieure à un niveau voisin supérieur, et un assèchement très net. Ceci s'appelle l'inversion de subsidence. Et pour le moment, on en a une. Et sous l'inversion de subsidence, l'humidité peut venir s'agglutiner ici, et constituer donc une couche de stratocumulus, mais peut aussi, avec le temps, se dissiper sous forme de diffusion, ou s'évacuer quand il y a du mouvement juste sous l'inversion de subsidence. Au niveau astronomie, c'est plutôt ça qu'on va rechercher. Conditions donc de ciel bien dégagé en altitude, et on espère le plus sec ici. Il faut toutefois se méfier, notamment quand on arrive dans les saisons un peu plus fraîches, l'automne par exemple. On peut avoir un profil de subsidence bien marqué, mais avoir une nuit où on a des pertes radiatives importantes. Et s'il y a peu de vent, les pertes radiatives vont se traduire par un refroidissement assez rapide en contact avec le sol, un refroidissement qui amène alors la température à trouver le point de rosée. Et donc on a constitution de brouillard. Et ça, c'est un profil typique de brouillard. On a une petite variation de température sur une faible épaisseur, et puis une inversion de température très nette. Ça, évidemment, on va éviter. Et ça, on doit le prévoir d'une nuit à l'autre,
ou se servir de ce qu'on appelle des produits numériques. Mais pour la nuit qui nous concerne, l'évolution du sondage va nous aider en la matière. Voilà. Ça, c'est pour le brouillard. Alors, on va rechercher évidemment donc, les conditions anticycloniques, mais on peut avoir des conditions anticycloniques très favorables pour l'observation visuelle, mais pas spécialement favorables pour l'observation photographique. Il y a un critère supplémentaire qui va vous intéresser et que je vais vous montrer maintenant. Et à nouveau, le sondage atmosphérique et l'hémagramme va nous aider. Voici une situation observée il n'y a pas tellement longtemps. Donc, le mois d'avril était génial. 18 avril. En surface, un anticyclone sur la Méditerranée, un autre à l'ouest de l'Islande et le fameux anticyclone des Açores. Et puis alors une belle dépression juste au sud de l'Irlande avec son système frontal. Donc front chaud et front fraudulent, associé au front chaud, des précipitations que l'on devine ici à l'imagerie radar, de même qu'au niveau satellitaire, des développements qui s'étendent quand même jusqu'à des températures relativement froides. Donc c'est bien peuplé verticalement. Et on voit là Belgique ici, dans une zone obscure. En infrarouge, ça veut dire ciel dégagé. Juste un petit voile de cirrus au-dessus du centre du pays. À ce moment-là, c'était 12 heures UTC. Oui, 12 heures UTC. Si je place la carte d'altitude, 500 hectopascales, et que je prends mes points de sondage, donc j'ai tout un réseau de points ici que je peux consulter. Chacun individuellement. Et j'obtiens la carte suivante, et je regarde, enfin je constate que cette carte est peuplée non seulement de petits points, mais de points dotés de barres orientées, avec des aigrettes. Eh bien, c'est la codification du vent en altitude. En surface, on a exactement la même codification aussi d'ailleurs. Et comment lit-on ce type de code? Très simplement, l'aigrette représente la queue d'une flèche. Et la pointe donne la direction dans laquelle le vent souffle. Donc avec cette orientation-là, on sait que le vent vient de 310 degrés. Donc on est nord-est à peu près. La vitesse est codée par le nombre d'aigrettes ou le type d'aigrette. Une demi-aigrette à l'extrémité, ici, pas en contact avec l'extrémité, c'est une vitesse de 5 nœuds. Deux aigrettes de taille normale, c'est 20 nœuds, 2 fois 10 nœuds. Et on peut combiner, comme les chiffres romains. 3 fois 10 plus 5, ça fait 35 ici. Bon, comme les nombres romains, on a des symboles différents. Donc une fois qu'on atteint 50 nœuds, c'est un triangle. Et on peut à nouveau combiner. Un triangle plus une aigrette normale, ça fait 60. Un triangle plus deux aigrettes normales plus une demi-aigrette, ça fait 75, par exemple. Alors vous allez me dire, et le nœud, oh, le nœud, c'est une vieille unité, mais pour passer du nœud au kilomètre par heure, on multiplie par 2 et on retire 10%. C'est une très bonne approximation. Donc, par exemple, 2 fois 20, 40, moins 10%, donc moins 4, ça fait 36 km par heure. 70 moins 7, 63 km par heure. Et ça colle assez bien. Donc quand on voit 100 nœuds, 180 km par heure, c'est typique d'un jet. Hein. En surface, évidemment, on crie à l'ouragan. Mais c'est typique de ce qu'on peut trouver en altitude. Eh bien, cette information-là va finalement vous dire si vous pouvez vous attendre à une stabilité dans l'image photographique ou pas. À l'œil, évidemment, le temps d'intégration, c'est 1/10 de seconde, donc si l'image bouge, vous l'aurez de toute façon, mais le cerveau humain est capable quand même d'interpoler et de constituer à la longue une impression que la photographie ne vous donnera pas. Alors, je passe en revue quelques points anticycloniques. J'ai par exemple du côté de Reykjavik, ça je dirais que c'est quasi un profil optimal. On a une inversion de subsidence à 750 hectopascales. L'air est sec ici, peu de chances de former un cumulus. Si ça se maintient à la nuit, c'est génial. Et alors le profil de vitesse, vous voyez, de niveau en niveau, les vents sont quasi parallèles. Et en plus, la vitesse reste assez faible. On a 25, 25, 30, 30, 35, 35, 30, 30, 30, et puis ça diminue. Avec ce profil-là,
cette évolution très lente et graduelle, on a un air qui est assez laminaire. Donc l'écoulement va se faire par couches parallèles successives. Si vous êtes dans une soufflerie avec voiture et que vous matérialisez, vous verrez vraiment différentes strates. Et ça, c'est un écoulement laminaire. L'écoulement turbulent, lui, apparaît quand on a des variations assez brutales. Bon, ici, c'est brutal, mais les vitesses sont tellement faibles qu'on n'aura pas d'effet de ce type-là, turbulent. D'autres sondages le montreront. Donc, je dirais que ça, c'est un cas d'école où on peut considérer que pour la nuit, l'astrophotographie est bonne avec ça. Si je m'en vais, par exemple, du côté des Açores, j'ai un autre profil subsident très sec dans les hautes couches, génial. Donc, je n'aurai pas de cirrus, très peu de chances d'avoir des cirrus, mais on a des profils de vent qui montent un petit peu, notamment au niveau de la tropopause. Donc, on pourrait avoir peut-être un petit peu de scintillation, peut-être. Et puis surtout, une couverture nuageuse, donc 2-3 octaves, à faire disparaître aussi. Mais ce n'est pas ça qui va perturber l'observation. Est-ce que j'en ai encore un autre? Ah, Bruxelles. La question se pose, cumulus ou pas cumulus pendant la journée? C'est juste limite. Normalement non, mais quelques poils d'humidité en plus et on a une formation cumuliforme. La nuit, par contre, s'il n'y a pas de forçage dynamique, et c'est plus que probable puisqu'on est vraiment sous l'influence de la zone anticyclonique, c'est une nuit qui apparaît comme étant favorable, d'autant plus que le vent, lui aussi, présente un profil de vent très très faible. Et même si l'orientation évolue, c'est très graduel et c'est avec des vitesses faibles. On est 5, 10, 15 nœuds. C'est vraiment pas grand-chose du tout. Le critère, c'est vraiment 45 nœuds. À partir de là, on pourra parler d'un vent qui est soutenu et qui pourrait provoquer de la scintillation. Alors, est-ce qu'il y a cumulus? La réponse, non, pas à Bruxelles même, mais pour un poil d'humidité en plus, on peut avoir quelques cumulus pendant la journée. Si j'en ai encore un autre. Nîmes, il était intéressant aussi. Alors là, il n'y a pas photo. En termes d'humidité présente, c'est sec, à part peut-être un maigre cirrus qui se balade. Mais alors le vent, c'est pas bon. Enfin, en termes de stabilité d'image, à nouveau, on a à partir du niveau 400 hectopascal, donc on est vers les 25 000 pieds, et au-delà, on a quand même ce qu'on appelle un cisaillement, donc des différences de vitesse en fonction de l'altitude qui croissent, et donc ça donne le tremblement dans l'image. Pour l'astrophoto, ce n'est pas les conditions optimales. Et alors, Pierre, tu me posais la question, tiens, qu'est-ce que c'est que la subsidence en hiver ou l'anticyclone d'hiver? C'est ça. En hiver, un anticyclone est rarement synonyme de beau temps, sauf si on vit un peu en altitude, ce qui est le cas ici, parce que l'inversion de subsidence peut arriver en contact avec le sol en altitude, ce qui n'est pas le cas de la basse Belgique, par exemple. Et il y a eu plusieurs journées comme ça, mois de novembre, décembre, janvier dernier. C'était assez réjouissant, je dois dire, de voir que le soleil luisait ici, alors que ça restait gris, brumeux, quand je dis brumeux, parfois brumeux, dans le reste du pays. Donc, quand l'inversion de subsidence est là en hiver, il vaut mieux être en altitude pour avoir une chance d'avoir des cieux dégagés. Quand c'est le cas, la nuit en général, c'est très bon, ce qui n'empêche pas quand même d'avoir formation de brouillard nocturne, parce que le refroidissement peut être très important. Donc en fin de nuit, c'est pas gagné que le ciel reste dégagé. Mais comme les nuits sont longues, on a un temps d'observation. Donc, voilà. Par nuit bien dégagée, quand il n'y a pas beaucoup de vent, en altitude, c'est le cas ici, donc, on peut avoir des effets catabatiques, c'est comme ça qu'on les appelle, comme le refroidissement provoque aussi une augmentation de la densité de l'air s'écoule littéralement en fond de vallée, et le refroidissement est plus bas et plus rapide dans les fonds de vallée, et donc on atteint plus vite le
points de rosée. Ce qui peut donner, alors ça j'étais vraiment gâté, quand j'ai regardé ce matin, les images en rayonnement visible, c'est ce matin, hein, ça. Vallée de Lourdes, l'Amblève, la Vesdre. Effet catabatique. Brouillard de vallée. Chouette, non? Et donc, je suppose que vous êtes convaincu tout doucement que, tiens, ça a l'air d'être chouette, cet outil-là. Et il permet de décrire, je vous dis, toutes les situations. Les situations, on a des précipitations, des situations, on a des précipitations instables. Et pour revenir à ma fameuse configuration du 18 avril, Lisbonne, le profil était instable, et ça correspond aux précipitations observées ici par le radar. Sofia, en Bulgarie, le sondage modélisé donnait de la très grande instabilité, voire des développements de cumulonimbus. On a eu un spot là-bas. Donc, est-ce que le best-of serait celui-ci? C'est un sondage en Turquie, à Adana, où on a de l'air très sec, très très sec, même si la subsidence est élevée. Attention au vent quand même. Apparemment, oui. Mais quand on a de l'air très sec, très chaud sur des surfaces minérales, alors on peut avoir un autre phénomène qui vient perturber l'observation. C'est que dans cet air-là, on a typiquement des lithométéores, donc des cristaux de sable ou des cristaux de poussière. Je crois que je vais aller un peu plus vite là-dedans. Voilà à quoi ça ressemble, hein, une tempête de sable. C'est catastrophique en termes de dégradation de visibilité. Mais alors l'effet abrasif, on ne sort pas les optiques fragiles, jamais. Donc, oui, Kaboul, évidemment. Hein. C'est vraiment ça. Oui, oui, c'est un mur. Un mur. Vraiment se rendre compte. Et dedans, la visibilité, c'est même pas 100 mètres. Ah non, 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 ça descend. Ça chute. Alors, ceci est une partie d'un module que je donne. Bon, pour aller à l'essentiel, pour repérer les nuages de sable, on utilise l'imagerie satellitaire notamment. Alors, à nouveau, c'est du codage. Donc, ce sont des palettes de fausses couleurs, évidemment, et on essaie de faire ressortir l'information. En fait, il faut savoir que dans deux canaux infrarouges, l'un va permettre une transmission du rayonnement infrarouge à travers le nuage de poussière sans absorption, c'est 12 micromètres, tandis qu'à 10,8 ici, on va avoir une certaine absorption. Donc si on joue sur une mesure de la différence d'éclat en infrarouge, et qu'on amplifie le contraste une fois qu'on a une différence significative, on peut rougir terriblement. Donc on va donner, dès que la différence de température de rayonnement est de 2 degrés au moins, on a du rouge saturé dans la palette de couleurs. Ensuite, on va mêler une information à est-ce qu'il y a du sable déposé au sol. Et là, ça va jouer sur la palette verte et l'émissivité entre deux canaux, le 10,8 et le 8,7. Le 8,7 étant celui qui est sensible et le 10,8 qui ne l'est pas. Donc, on va saturer le vert aussi. Et enfin, un codage du bleu qui va dépendre de la température du nuage de sable également. Donc, ça, c'est une mesure directe. Et on obtient la palette de couleurs, variante de, oh là là, entre rose et bleu-mauve, on va dire, pour les détections de nuit, nuages minces, et quasi du rose flashy, ou du fuchsia, je ne sais pas comment vous appelez ça. Fuchsia, oh, d'accord. Pour la détection de jour. Et si les nuages sont épais, alors ça va donner une espèce de mauve. Et on n'aura que des nuages de bas étage. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Donc, pour soulever le sable, si l'épaisseur est trop importante, c'est pas possible. Et enfin, dans cette palette de couleurs, on aura d'autres couleurs qui sont toutes révélatrices des nuages élevés. C'est une information supplémentaire, mais pas directement pertinente ici. Alors, vous pourrez prendre note, pour servir dans les archives, le lien, à partir de ce site-là, qui est donc le site de l'Université de Barcelone. On peut obtenir des données de la concentration en sable, des dépôts possibles, en 2, et également donc, un outil de prévision, justement, de la composition potentielle de l'atmosphère de sable. Voilà.
Donc, on a l'imagerie satellite. Et si vous repérez, ici c'était en ligne. Oui, c'est la Lune. C'est la Lune, effectivement. La présence d'un nuage de sable, on est bien étendu, hein, on a une échelle facilement plusieurs centaines de kilomètres, que l'on peut mettre en rapport avec des indices de dépôt, de concentration. Mais le paramètre le plus révélateur et qui vient aider la prévision de propagation, c'est ce qu'on appelle la profondeur optique. Donc AOD, c'est Aerological Optical Depth, profondeur optique. Alors, à quoi est-ce que ça rime? Imaginons que j'ai un tube rempli de gaz, mais finalement perturbateur de stable. Si je mesure le rapport entre l'intensité lumineuse qui rentre et celle qui sort, je peux l'exprimer d'une manière exponentielle, donc l'atténuation. Et la valeur d'atténuation ici est un paramètre qui s'appelle la profondeur optique. Alors cette profondeur optique est un nombre sans unité. Tant qu'il est inférieur à 1, c'est bon. En fait, je dirais tant qu'il est inférieur à 0,2, 0,3, c'est bon. À partir de là, ça devient mauvais. À partir de là, c'est le fameux mur qui tombe. Et c'est replier l'instrumentation bien avant. Et voici un exemple donc, de 4. Et quand vous allez sur le site donc, de l'Université de Barcelone, vous pouvez suivre ça jusqu'à 5 jours. Mes souvenirs sont là, l'évolution d'un nuage de sable. Quand on a l'accès aux cartes détaillées du modèle européen, on peut suivre ça via ce premier carte. Voilà, c'est pas la même couleur. Tant que c'est bleu, c'est bien. À partir du bleu-vert, c'est pas bien. Et alors, j'avais l'exemple d'une situation. C'était au mois de mars 2022. En fait, tout s'annonçait bien. Donc, quand on voyait l'évolution d'un sondage modélisé, on pouvait même obtenir des températures maximales assez exceptionnelles ce jour-là, parce que c'était de l'air subtropical. Donc, pour différentes stations du pays, Coxy, Beaubechat, Glenbrogel, Florence, Elsenborn, d'après les modèles, et même en utilisant des probabilités de dépassement possibles, on pouvait, donc 16 mars, hein, pronostiquer jusqu'à 17 degrés, par exemple, à la côte, 18 dans l'ensemble du pays, sur Glenbrogel aussi, Florence, la même chose, et Elsenborn, même 14-15 degrés, ce qui est quand même pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on passe, hein. De 9 à 12-13 degrés, pas bien. Vraiment un écart remarquable. Et en fait, voilà la raison. Voilà. J'étais au scintillement, toujours là. Et là, j'ai pris en photo justement l'effet du nuage de sable, donc associé à l'atmosphère. Et voici, ça rend assez mal les couleurs, c'est vraiment argenté jaune, avec une diffusion de vent extrême du rayonnement solaire. Vous pouvez presque observer à l'œil nu, enfin, pas fait, sans souffrir, comme on observerait les conditions normales. Donc, une atténuation de l'énergie lumineuse, et donc forcément, la température ne peut pas décoller. Je suis sûr qu'à ce moment-là, en fait, le modèle en question n'avait pas encore intégré dans les équations, justement, les effets d'absorption. Et c'est pour ça qu'il s'est vraiment planté ce jour-là. Je serais curieux maintenant de voir, 3 ans après, quelle serait l'évolution des sorties numériques en la matière. Parce que justement, il y a une coopération entre le Centre européen et l'Université de Barcelone pour se communiquer mutuellement les informations. C'est une question ouverte. Et donc, retenez, si vous regardez les profondeurs optiques sur le site de l'Université de Barcelone, avec dans la tête flux du sud, potentiellement du Sahara, attention, y a-t-il un nuage de sable potentiellement? Donc, ce nuage de sable, c'est pas bon même la nuit. Observation de 1, de 2, danger pour l'instrumentation. Voilà. On l'a vu, en fait. Et ce qui se passe, on ne va voir plus comment dire, un état qui nous intéresse, tout simplement parce qu'il y a trop de nuages cieliformes au-dessus. Donc, c'est plus détectable.
Par contre, le modèle, lui, il avait bien calculé, mais pas les effets. Donc, le nuage de poussière, c'est de 6 heures ou 6 heures, qui fait 6, 9, 12, 15 UTC. Et donc, à 15 UTC, donc 7 heures locales, non, c'était 16 heures locales. Le sartinement, il était dans le range d'une profondeur optique de 0,405. Voilà, très court, parce que bon, ce n'est pas mon domaine, je vous le confie. Les halos, en général, c'est lié aux nuages stratiformes d'altitude et à la géométrie des cristaux de glace. Donc, en fonction de la disposition des petits cristaux, qui ont une glace hexagonale, il va y avoir ce genre de génération avec la ouverture de 22 ou de 46 degrés. Moi, je suis carrelage qui est C'est révélateur de Cirrus Cirrostratus. au garage. Ok, aussi. Sauf ça, ok. C'est joli, mais c'est atténuant. Et comme ils sont constitués de cristaux de glace, je peux vous garantir, ça perturbe définitivement les mesures polarimétriques. J'en ai un souvenir cuisant de l'observation de l'éclipse totale du 3 novembre 1994 au Chili. On avait une invasion de Cyrus. Les mesures polarimétriques étaient vraiment mauvaises à cause de ça. Atténuation et perte de contraste. Donc, les cristaux de glace, avec des verres polarisés, vous voyez effectivement mieux l'effet. Vous pouvez repérer les halos. C'est surtout les parélies. Donc, ils sont une espèce de halo, mais tournés dans le plan horizontal, toujours lié à la géométrie des cristaux de glace. Et alors, à plus bas niveau, quand vous avez des nuages minces, toujours ça différent avec des micro-gouttes, des micro-cristaux, il faut y avoir aussi un effet d'irisation. Donc, c'est vraiment la réfraction-dispersion. Selon l'angle, vous voyez, vous voyez pas. Réfraction. Et enfin, un phénomène lumineux, c'est bon. Donc, pause longue, c'est très chouette. Les éclairs, la foudre, différents potentiels énormes, claquage, élévation d'énergie, ça peut atteindre quelques dizaines de milliers de Kelvin. Et donc, libération d'énergie lumineuse aussi, c'est un éclair. Mais ce que peut-être vous ne saviez pas, que dans certains cas, au sommet de cumulonimbus, on peut avoir des flashs, mais vraiment très brefs, de ce qu'on appelle des cils feux rouges, des red spikes en anglais, qui sont des décharges du top, du sommet du cumulonimbus vers la mésosphère, quand il y a un peuplement électronique suffisant. Et ben, ça, c'est accordé à la météorologie spatiale, au vent solaire naturel. Donc, on raccorde la météorologie terrestre à la météorologie spatiale. Et justement, jusqu'à quelle altitude 100, 200 km facilement. Hein. Mais c'est vraiment. Je me demande pas de millisecondes. Mais c'est pas systématique. Pas systématique. Voilà. Oui, les modèles permettent justement de le prévoir. Donc, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, ce serait impossible. Il y a tellement de modèles, et puis comment dire, la mise en œuvre numérique est telle que ça prend des semaines. Hein, c'est pas le but. Ici, je vous donne quelques références, mais surtout, maintenant je voudrais vous montrer live le temps pour cette nuit, et vous allez voir que justement, avec vos sondages atmosphériques modélisés, vous pouvez obtenir l'information. Je vais me connecter à mon réseau personnel. J'arrive sur windy.com. J'ai une interface qui me montre finalement des coupes de vent. Et si je joue sur menu, je peux atteindre différentes variables. C'est même pas ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais zoomer. Ah, mané. Je peux même aller jusque. Ce qui se cache. La fosse. Oh. Vous êtes sur wiki.com, donc vous zoomez et regardez bien, clic droit. Il apparaît un petit menu avec les coordonnées, l'altitude, et tout en bas, qu'est-ce qu'on a? Sounding. Sounding, donc c'est le sondage atmosphérique. Et hop, qu'est-ce que je vois apparaître? Oh, c'est le profil simulé par le modèle. c'est le profil simulé par un modèle qui est ici.
le modèle du centre européen, ICMWF. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut changer, on peut prendre des modèles à MyFilm. Moi, je peux vous conseiller Icon, par exemple, ou Home, ça fonctionne très bien. ICMWF a une plus grande profondeur. Ah oui, celui-là, GFS. GFS n'est pas bien. Ah oui, GFS c'est le plus grand. Donc, vous avez un sondage révélateur de 20 heures, donc 20 heures de temps local, 18 heures de temps universel. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le modèle ici s'attend à avoir quand même une couche assez saturée épaisse en gaz styrofoam. Qu'est-ce que j'aurai maintenant? 16 heures. J'ai du Stratocumulus cumulogenitus. Il y a ce rapprochement. Mais visiblement, la quantité est déjà un peu plus importante que ce que le modèle montre. Est-ce que par exemple, Icon serait plus fidèle? Il donne à peu près la même idée. Un petit complément de Cirrus. Mais il donne, il donne la même chose. Donc pour le début de soirée, ça va être de plus en plus siriforme, toujours avec la même couche. Cumulus, stratocumulus. Et ouais. Donc, pour l'année à venir, ça va être assez saturé en Cirrus, donc très atténué, mais pas favorable à l'observation, qu'elle soit visuelle ou photographique. Ça, c'est clair. Mais donc, voilà, j'ai répondu à la question. Quel temps pour cette nuit? Et surtout, je vous ai montré qu'il y avait un outil qui va au-delà de la question des compétences détaillées pour la prévision, et qui vous aide et vous aiguille. J'espère que vous en retiendrez la suite de moi. Si vous avez besoin d'informations complémentaires également, voilà. J'espère que...